Bienvenue dans mon musée. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour voyager à travers mes émotions, tout en présentant l'ensemble des œuvres qui ont marqué ma vie. J'ai choisi comme fil conducteur mes émotions, car elles sont pour moi importantes afin d'ancrer un souvenir dans ma tête, mais aussi de rendre un moment inoubliable. Elles influencent mes choix et mes goûts, tout comme dans le film Vice Versa. En effet, passionnée par le monde de Pixar, c'est à l'aide de leurs principes d'émotion que je vais vous faire découvrir mes choix. Durant cette visite, vous aurez le droit de parcourir à travers 3 de mes émotions, ce qui représentera 3 des salles de mon musée. Il y aura joie, tristesse, puis peur. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec la première salle guidée par joie. Joie est une de mes émotions qui prend le plus de place dans ma tête et qui a énormément influencé mes goûts et mes choix. Étant une spectatrice compliquée en termes de cinéma, je me retourne la plupart du temps sur des films d'animation, qui sont en général à fin heureuse. J'adore le monde de l'animation car ça laisse place à une parfaite utopie dans ma tête, qui nourrit mon imagination. De plus, les œuvres qui feront partie de cette salle viendront du fait qu'elles m'ont marqué positivement en me procurant ce sentiment de bonheur. Et c'est pour cela que nous allons commencer la visite en franchissant les limites du pôle Nord avec le Pôle Express. Par une soirée de décembre, mon moi d'enfance s'imagine pouvoir embarquer dans le Pôle Express dès que papa et maman seront couchés. Le nez contre ma vitre, je finis par m'endormir sur mon parquet, fatiguée d'attendre le Pôle Express. Et s'il suffisait d'une nuit pour se remémorer la magie de Noël? Alors qu'un jeune garçon s'apprête à dormir, le jeune héros se demande s'il doit également laisser derrière lui ses rêves d'enfant. Au beau milieu de la nuit, une mystérieuse locomotive fait irruption. À son bord, des enfants qui, comme lui, s'apprêtent à ne plus croire au Père Noël. Ensemble, ils vont vivre un voyage extraordinaire à travers une nuit en direction du pôle Nord. Comme vous l'aurez compris, ce film d'animation américain, réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 2004, met en scène le plus beau des cadres, accompagné d'un des plus grands acteurs du monde, Tom Hanks. Étant le premier film réalisé en performance capture, cela fut pour moi et pour plein d'autres mes premiers pas vers le dessin animé plus que réel. Marqué par les décors et tout cet environnement irréel, je tomba très vite red dingue de ce film. Amoureuse de certaines scènes comme celle du chocolat me faisant rêver la nuit ou encore le passage du poissage des billets, je fus très émue malgré mon jeune âge par la morale de ce film qui me fit regretter d'avoir douté de l'existence du Père Noël. Mettant en scène la croyance du Père Noël à travers un grelot, c'est à travers le proverbe « il faut le voir pour t'y croire » que le film prend tout son sens. Car ce n'est qu'en entendant le son du grelot que nous pouvons savoir si nous y croyons encore. Et pour continuer dans le monde de l'animation, fanatique des princesses et des dessins animés décalés, vous allez être servi avec le film « Il était une fois ». Dessin animé ou réalité, ce film contribuera davantage à mon imagination. Surprise malgré mon jeune âge, celui-ci m'a fait comprendre que la réalité frôle parfois les contes de fées. À travers ce conte de fées, nous retrouvons Giselle, princesse bannie de son royaume magique par sa belle-mère la reine, qui l'expulsa de son propre dessin animé. Se retrouvant à Manhattan, Giselle se retrouve au beau milieu d'un étrange endroit ne suivant pas la devise du « ils vécurent heureux à tout jamais ». L'héroïne va faire la connaissance d'un séduisant avocat, spécialiste du divorce, qui est venu à son aide et dont elle tombe amoureuse. Vous allez me dire, mais pourquoi ce film? Eh bien tout simplement par sa forme. Encore enfant, c'est bel et bien le concept de l'animation mélangée à la vie réelle qui m'a plu. Assez différent de tous nos contes de fées de princesses, c'est évidemment mon imagination qui a adhéré à ce cadre. Encore précédemment, je vous disais que je préférais l'animation à la réalité. Eh bien, on pourrait dire que ce film a tout simplement été créé pour moi, car ce juste milieu m'a fait rêver durant des années entières. Pour poursuivre la visite, nous allons voyager à travers divers univers à l'aide de notre portal gun, accompagné de Rick et Morty. Fascinée par le style graphique de cette série, elle bercera mes années lycée en me plongeant dans un univers décalé. Étonnée par chaque épisode, je laisse un peu de mon temps de travail de côté pour leurs aventures. Dans cette série, nous retrouvons un grand-père au penchant alcoolique, embarquant son petit-fils à travers des multiples dimensions afin de vivre de folles aventures. Invention tirée par les cheveux ou encore voyage à travers le temps, les deux acolytes vont parcourir l'univers tout en réglant parallèlement leur conflit familial. La boîte à larbin est le 5e épisode de la saison 1 de Rick et Morty. Écrit par Ryan Ridley et réalisé par Brian Newton, il a été diffusé pour la première fois le 12 janvier 2014 sur Adult Swim. Dans cet épisode, Morty et son grand-père partent à l'aventure tandis que Jerry, le père de Morty, utilise un dispositif créé par Rick qui crée à la chaîne des petites créatures.
Censée l'aider à améliorer son niveau de golf, cette boîte à larbins finit par faire basculer l'épisode au cauchemar. Après l'action de plusieurs larbins, certains d'entre eux se permettent même par actionner par leur propre décision la boîte, afin d'avoir de l'aide pour aider Jerry à faire du golf. J'ai adoré cet épisode car il a été en priorité humoristique mais cache derrière une morale assez triste. En effet, lorsque Jerry demande de l'aide au premier larbin, c'est par manque d'attention de son fils qu'il demande à Rick une solution pour l'aider. Rick, voulant se débarrasser de Jerry, décide de lui donner cette boîte sans se soucier des dangers qu'elle pourrait apporter. Jerry m'a fait de la peine dans cet épisode et nous apprend que finalement, il vaut mieux apprendre les choses par soi-même plutôt que demander de l'aide à quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de vous aider. Et pour finir, avec notre salle sous le thème de la joie, laissez-moi bien sûr terminer par vous présenter une animation qui me tient à cœur, qui vous enverra la tête dans les nuages, là-haut. Regarder le ciel, puis décerner des formes à travers les nuages, me rappelle pourquoi ce Pixar m'a apporté tant de joie. Savoir réaliser un rêve par n'importe quel moyen restera à jamais ma devise. Ce Pixar ayant marqué une génération suit Carl Fredricksen. Vendeur de ballons de 78 ans, il a pour but de réaliser le rêve de sa vie, en plaçant sa maison sur le sommet d'une montagne, comme il l'imaginait avec sa femme. Son désir de vivre cette grande aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il se rend compte beaucoup trop tard de la présence d'un enfant, son pire cauchemar. Étant le Pixar à ne pas louper, c'est à sa sortie que je fus tout de suite charmée par ces personnages. Attristé par le passé de Monsieur Carl et enjoué par l'optimisme naturel de Russell, le jeune explorateur de 8 ans, c'est à travers leurs aventures que je fus attendrie par leur histoire. Tout d'abord fasciné par l'animation d'une qualité incroyable, c'est notamment par la leçon de vie que nous apporte ce film. Portant bien son nom, Là-haut nous fait voyager de par ses ballons, mais aussi par cette force qui nous incite à lever la tête malgré les obstacles que la vie nous accorde. Et puis ce duo bien sûr, improbable, qui pourtant s'accorde si bien, c'est à travers leur propre manque que ces personnages se retrouvent. Maintenant que nous avons passé la première salle du musée, laissez-moi vous accompagner à travers la salle qui sera guidée par Tristesse. Tristesse fait partie des émotions que je préfère, après la joie bien sûr. Ça peut paraître un peu bizarre, mais la tristesse me fait sentir vivante. Étant un poil sensible, si je n'ai pas les larmes qui me montent après l'écoute d'une musique, c'est que celle-ci ne fera pas partie de ma playlist. Alors je vous rassure, j'écoute tout type de musique, mais j'ai quand même un peu un penchant pour celles qui me font pleurer. Et c'est pour cela que nous allons débuter par l'œuvre emblématique de cette salle et qui vous fera pleurer malgré que tout aille bien dans votre couple, Ne me quitte pas, de notre cher Jacques Brel. Bien adossé dans le siège de ma voiture, je me perds dans mes pensées. Écouteurs aux oreilles, je me remémore les moments passés avec mon grand-père. Les larmes me viennent, mais quoi de mieux qu'une belle chanson pour amortir mes larmes chaudes. Co-composé avec son pianiste Gérard Jouanest, Jacques Brel nous fait part de son amour pour sa femme à travers la plus belle des chansons d'amour transgénérationnelles. Normalement destinée pour l'interprète Simone Langlois, elle l'enregistre en janvier 1959. Mais le 11 septembre 1959, Jacques Brel la reprend afin de l'enregistrer lui-même. D'après Jacques Brel, cette musique était pour lui une caricature des limites de la déchéance. Elle n'est pas forcément autobiographique, c'est là que l'on voit d'ailleurs ses qualités d'interprète, où il surjoue cet amour en peine. Dans la vie, il n'était pas vraiment ce genre, mais plutôt un séducteur qui enchaînait les conquêtes, nous affirmait Stéphane Loisy. Chanson ou véritable hymne à l'amour, c'est à travers cet artiste que mes vacances en Bretagne furent bercées. Et oui, malgré mes chagrins d'amour de ma 3e C, Jacques Brel fut là pour moi. Non, sans rire. Ne me quittez pas est pour moi cette chanson qui me fait ressurgir des souvenirs. Contrairement à ce que vous pouvez penser, elle me rappelle les journées passées aux côtés de mon grand-père et me rappelle à quel point ses paroles froissent mon cœur à chaque seconde de la musique. Avec ses paroles littéralement puissantes, ce poème chantant fut et restera à jamais la plus belle des chansons d'amour que le monde ait connue. Et pour continuer, avec les musiques qui me déshydratent totalement, je vais vous accompagner dans un registre un peu plus récent, qui est Helsinki de Dinos. Allongée tout au fond de mon lit, Helsinki dans les oreilles, c'est avec facilité que je m'endors sur mon oreiller trempé. Après quelques années d'attente, c'est en 2018 que Dinos nous dévoile son premier album, Imani. Et parmi ces 17 titres qui composent la tracklist de l'album, un morceau s'est distingué, Helsinki. Dans cette chanson, l'artiste nous livre ses sentiments amoureux en posant des paroles profondes sur un beat mélancolique. Dans ce son, nous n'avons pas le droit aux pensées et aux dires de Dinos, mais bien à ceux d'une femme qui semble avoir vécu une histoire d'amour avec lui. En effet, comme en témoigne l'introduction du morceau, la femme en question utilise la messagerie de Dinos comme un exutoire pour exprimer ses sentiments et sa haine pour lui. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'on bascule progressivement d'un texte rempli
de peine, de sentiments et de regrets à des reproches, de la haine et une envie de passer à autre chose. Merveilleusement mieux résumé par sa fameuse phrase « Si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime ». Personnellement, cette musique est une des plus belles chansons d'amour aux côtés de Ne me quitte pas. Elle est pour moi comme un petit défouloir quand ça ne va pas très bien, et elle joue aussi sur mes humeurs même quand tout va bien. Dinos ne fait pas partie des artistes que j'écoute le plus, mais cette musique est clairement un classique dans ma playlist. La plupart du temps, je ne m'attache pas à un artiste mais plutôt à son œuvre, et c'est exactement ce qu'il s'est passé lorsque j'ai écouté pour la première fois cette musique. Et pour conclure la visite, je vous emmène dans la dernière salle de mon musée, mais qui n'en est pas la plus mauvaise, bien sûr, peur. Vous pensez sûrement retrouver multiples films d'horreur ou encore la musique de Elodie Costa au sein de cette salle, mais détrompez-vous. Si j'ai choisi la peur comme émotion pour vous montrer ces œuvres, qui sont précisément des films, ce n'est pas pour leur aspect horreur, mais plutôt par leurs histoires. En effet, certaines fois, la peur m'aide à prendre conscience de certains dangers, comme il est le cas dans ces films. Et c'est en commençant par vous présenter un des films qui m'a le plus ému dans ma vie que j'introduis cette salle à mon musée en vous parlant de Tous nos jours parfaits. Après une journée épuisée, je me lance dans le film qui chamboulera ma façon de penser. En venant de comprendre que tous les films d'amour n'étaient pas forcément voués à une fin heureuse, et que certains problèmes bien enfouis font souvent place à une tragédie. Racontant l'histoire de Violette et Finch, fréquentant la même école secondaire de l'Indiana, c'est à travers ce film qu'ils vont nous faire vivre une tragédie moderne à l'état pur. Violette se battant contre sa tristesse après la mort de sa sœur Eleanor, Finch lui se bat contre une maladie mentale non identifiée. Ayant parfois des humeurs sombres, le jeune homme se bat afin de ne pas succomber dans ses propres pensées noires. Passant du temps ensemble, ils finissent par tomber amoureux. Mais détrompez-vous, ce film ne se déroulera pas telle une comédie romantique. Tous nos jours parfaits n'est pas axé sur un déroulement heureux, mais plutôt sur une prise de conscience. En effet, ce film m'a franchement détruite, car ouvrant un dialogue sur la maladie mentale, il ouvre aussi à la peur que ces maladies peuvent nous faire ressentir. Étant spectatrice de ce film, j'ai rencontré deux personnages déchirés par la vie, mais qui, une fois réunis, constatent une amélioration grâce à leur soutien mutuel, nous faisant espérer à une fin heureuse. Puis ce n'est qu'une fois que le film est terminé, qu'il nous rappelle que ce n'est pas parce qu'une personne nous montre qu'elle se sent bien, qu'elle l'est forcément et laisse place souvent à une tragédie inévitable. Mettant la lumière sur un sujet tabou, ce film m'a fait peur en me permettant de voir la réalité en face. Ce fut un électrochoc pour moi, me laissant sans voix à la fin de son visionnage. Et enfin, afin de conclure cette visite en beauté, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mon film préféré de tous les temps, qui m'a prouvé que malgré le temps, Brad Pitt est et restera mon âme sœur, avec bien évidemment L'étrange histoire de Benjamin Button. Stressée de ma journée, c'est en me posant face à l'étrange histoire de Benjamin Button que je comprends que n'importe quel moment doit être savouré comme le dernier. Ce chef-d'œuvre du cinéma américain, sorti en 2009, commence par la naissance du dénommé Benjamin Button, qui naît à 80 ans et vécut sa vie à l'envers sans pouvoir arrêter le cours du temps. Située à la Nouvelle-Orléans et adaptée d'une nouvelle de Scott Fitzgerald, elle raconte l'histoire d'un homme hors du commun, qui à travers ses rencontres, ses amours, ses joies et ses drames, nous fait vivre son fabuleux destin handicapé par le temps. Ce film est pour moi l'un des films qui a le plus marqué ma vie. À travers sa vie, Benjamin Button nous fait réellement vivre ses rencontres, qui nous rappellent que le temps est précieux. Il nous fait également comprendre que certaines histoires d'amour, quand bien même inévitables, sont malheureusement pas tombées au bon moment. Et c'est d'ailleurs avec l'histoire qu'il vivra aux côtés de Cate Blanchett que nous comprenons que malgré l'âge, certains amours prospéreront toujours. Je vous conseille réellement de le voir si vous ne l'avez pas vu, car ce film m'a permis de me remettre en question. À travers lui, nous comprenons que le temps est important et que malgré l'histoire de Benjamin Button et de ses problèmes, cet homme a réussi quand même à vivre sa vie pleinement. Ce qui personnellement m'a mis une pression, car le temps qui passe fait partie de mes peurs aux côtés du fait de ne pas pouvoir vivre ma vie pleinement. Eh bien, c'est avec cette dernière salle sous le thème de la peur que je conclus la visite, en espérant que cela vous aura plu, et surtout en vous rappelant que voir c'est croire, mais parfois les choses les plus réelles au monde sont celles que nous ne pouvons pas voir.